Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé. Aujourd'hui je suis avec Noah et avec Maxime. Comment ça va les gars? Moi ça va très bien, je suis hyper excité de débriefer cette Vuelta qui a été haute en couleur au niveau des victoires, donc je suis content d'être là. Et toi Max, prêt à en découdre? Ouais, de même, prêt pour la fin de saison, je m'en réjouis. Ah bah les gars, on va parler directement de la Vuelta, d'un Primoz Roglic qui remporte sa quatrième Vuelta. Alors peut-être peut-on commencer avec, est-ce que Primoz Roglic fait partie des plus grands coureurs de Grand Tour? Bah, avec un 4 Vuelta, 2 ou 3 Giro, il lui manque juste le Tour de France, on peut dire oui, même si pour arriver dans les plus grands, il manque le Tour de France pour faire la trilogie, mais je suis certain qu'il en avait les capacités et que sans sa désillusion à la planche des belles filles, je pense qu'il avait son Tour de France. Donc oui. Il a quand même été impressionnant sur ce Grand Tour-ci. Finalement il est tombé à chaque fois sur des coureurs plus forts que lui lors de ces Grands Tours. Mais ici, sur la Vuelta, il a été dominateur. Ouais, il a été dominateur, peut-être même pas autant que certaines années, mais l'équipe Bora était très forte hein, avec un Vlasov dernier échelon, un Martinez aussi qui était très fort. Je pense qu'on a vu une belle équipe Bora, un Roglic en contrôle jusqu'à la fin, qui prend le maillot rouge assez tard. Maintenant, pour répondre à ta question de départ, est-ce qu'il fait partie des plus grands? Pour moi, oui. Il n'a pas gagné sur le tour, certes. Faut pas oublier qu'il a eu quand même beaucoup de fois des chutes. C'est vrai qu'il perd le tour pour pas grand chose avec Pogacar, il n'était pas bien. Pendant quelques années, il n'a pas été bien. Faut pas oublier qu'il a été champion olympique du chrono. Faut pas oublier que pour pas grand chose, il gagne plusieurs fois Liège-Bastogne-Liège. Faut pas oublier que des victoires d'étape sur les grands tours, il y en a beaucoup. Faut pas oublier que sur les courses d'une semaine, notamment du Dauphiné, Paris-Nice, il a eu souvent des chutes. Il a dû souvent revenir. Je pense que mentalement, il est fort. Donc quand tu gagnes, je pense, plus de 5 grands tours, je pense qu'on peut dire que tu es quand même dans le club fermé des très forts. Ouais, il est pour moi impressionnant, ça c'est vrai. Par contre, pour parler des tout grands, je pense qu'il lui manque encore en effet ce Tour de France-là. Mais c'est surtout au niveau du panache, au niveau du charisme. Je trouve qu'ici, il a un peu couru contre nature, puisqu'il a attaqué un peu plus tôt que d'habitude. Mais quand on regarde Roglic, il a toujours eu ce côté j'attends le dernier kilomètre, c'est mon équipe qui contrôle. On calcule de est-ce que je suis le plus fort pour les bonifications ou pas. Et ça, c'est un peu problématique. Chez Bora, ils ont un peu changé cette idée de cette manière de courir. Donc voilà, là j'ai été agréablement surpris de son grand tour ici. Parmi les tout grands, bah voilà, je pense que les Contador, les Chris Froome, etc. sont encore bien au-dessus de lui. Et un Pogacar également, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est un très très beau coureur. Les plus grands, je trouve qu'il y a quand même pas mal de coureurs qui ont une meilleure carrière que lui. Et puis il a toujours été dans des équipes dominatrices qui l'ont toujours mis dans les dispositions, les meilleures dispositions, je vais dire, pour gagner des grands tours. Donc voilà, moi je suis satisfait qu'il ait gagné, mais maintenant, voilà, de là à dire qu'il c'est dans les plus grands, je pense pas. Bah, je Euh, pense, moi si j'ai envie de réagir un peu à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi maintenant. Si tu vois le coureur dans son ensemble, si on regarde pas spécialement la montagne, c'est vrai qu'il a toujours été un peu attentiste, mais quand on voit les qualités qu'il a, notamment sur le chrono, même le dernier chrono de la Vuelta, une Vuelta qui a quand même été dure et éprouvante, le temps qu'il met à tous les autres, même il est devant des spécialistes. Il fait deuxième derrière Kung, certes à près de 30 secondes je crois, mais il est quand même super fort, des chronos il en gagne, il est toujours là quand il y a des bordures, je pense qu'il est souvent présent, et il court un petit peu, il grimpe un petit peu, pardon, comme un rouleur, souvent assis sur la selle avec beaucoup de cadence. Donc je pense qu'il peut quand même rivaliser sur le tout et creuser les écarts à d'autres endroits que dans la montagne. Et c'est aussi ça qui fait pour moi un grand coureur. ouais, après, enfin, je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, mais un coureur, pour moi, il doit tenir sur son vélo aussi. Je trouve que, l'air de rien, Roglic, la moitié de sa carrière, il a fait des très grands résultats, et l'autre moitié de carrière, il était ben, malheureusement sur des grosses désillusions. Toute son équipe était basée sur lui, et puis ben, après deux, trois étapes, encore une fois, je pense pas que c'est à chaque fois de sa faute, mais malgré tout, ça revient quand même souvent chez lui. Ben voilà, faut se poser un peu des questions, je pense. Ouais, puis à chaque fois qu'il a été vraiment impressionnant, je trouve, c'est à chaque fois sur les Vuelta. Sur les autres, je le trouvais voilà, le plus fort des coureurs, mais pas aussi impressionnant que sur à chaque fois la Vuelta. Comme son Giro l'année passée, au final. Il n'était pas non plus au-dessus du lot, mais voilà, il gagne quand même pour quelques secondes devant Geraint Thomas finalement. C'est surtout grâce à son punch aussi. Ouais. Et puis je pense aussi à son mental, après avoir vécu ce qu'il a vécu, sur perdre un tour sur un dernier chrono comme ça dans une carrière, s'oublie pas. Inverser la tendance au Giro l'année passée notamment, et le faire de cette manière-là sur Geraint Thomas, bah, c'est quand même. C'est quand même un coureur qui craque
Allez, le moins. Vraiment, il laisse son effort. Parce qu'encore ici, encore ici, sur cette Volta, il n'a pas réellement eu de défaillance sur les 21 étapes. Et il prend le maillot à chaque fois sur la toute fin. Le Giro, il prend le maillot à l'étape 20. Là, il prend le maillot à l'étape 19. Donc, c'est à chaque fois très bien calculé, on a l'impression. J'ai encore deux dernières questions par rapport à Roglic. Premièrement, c'est est-ce que il arrivera un jour à gagner ce fameux Tour de France selon vous? J'ai l'impression que c'est un peu tard, mais j'aime bien le bonhomme, mais je pense que ça va être juste. Moi, je pense pas non plus qu'il va gagner le dernier grand tour qui lui manque. Et maintenant, c'est une question un peu plus profonde. C'est l'année passée, Visma Leasebike et Bora Hansgrohe se sont échangés deux coureurs. Est-ce que vous trouvez pas que que c'est un transfert tout simplement perdant-perdant pour l'instant? Bah, ouais, j'ai l'impression. C'est vrai que maintenant, Kian a été un peu décevant pour moi cette saison. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas non plus. Il est encore jeune, hein, comparé à Roglic. Il n'a pas encore non plus l'expérience d'un Roglic. Et quand je vois beaucoup de gens qui s'indignent des fois sur son niveau, j'ai l'impression que faut dire il n'y a pas le feu au lac. Il est encore très jeune, il apprend. Il peut avoir des tours un peu sans. Là, il est parti, je pense, en ayant le Covid euh, de cette Vuelta où il était un petit peu décevant. On l'a vu un peu avant son abandon reprendre un petit peu du poil de la bête, j'ai l'impression. Mais voilà, je pense que Roglic a une équipe quasi dédiée 100% à sa cause. Et c'est vrai que pour toute une équipe dédiée, le rendement n'est peut-être pas optimal. Maintenant, il gagne un grand tour, donc je pense que pour Bora, c'est quand même gagnant. Oui, je pense que je comprendrais que ça soit perdant-perdant cette année, mais je trouve que sur le long terme, je crois que Kian a quand même les possibilités de revenir, de faire des podiums sur les grands tours, voire de gagner un grand tour. Et à côté de ça, Bora, c'est peut-être un des premiers grands tours qu'ils gagnent depuis qu'ils sont là. Donc au final, est-ce qu'ils sont vraiment perdants, même si c'était pas ce à quoi ils s'attendaient, ce à quoi ils voulaient être? Je pense qu'une victoire sur un grand tour, il n'y en a pas beaucoup qui crachent dessus. Les gars, enfin pour moi c'est malheureusement ils ont voulu la rapidité avec une victoire d'un Roglic sur un grand tour cette année. Bah, je pense qu'ils en perdent sur plusieurs grands tours sur les prochaines années, ou en tout cas une régularité avec un Ken Uijtdebroek. Et pour Visma Leasebike, j'ai un peu l'impression qu'il y a une pression du résultat de tout de suite, parce que surtout que il est tombé dans un environnement où tout le monde a eu un peu de malchance, où tout le monde a été un peu malade, un peu hors de forme, et donc du coup il a été dans un environnement un petit peu plus pressé, je pense. Et donc du coup il s'est retrouvé sur un Giro où Van Aert devait être là pour l'aider, finalement il s'est retrouvé seul leader, on va dire. Toute la pression de l'équipe était sur lui. Il arrive à la Vuelta avec un Kuss. Je suis désolé, mais Kuss, il a gagné l'année passée. Je l'avais déjà dit, on en avait déjà parlé tous ensemble. C'était quasi impossible qu'il réitère son exploit de l'année passée. Donc voilà, je trouve que les circonstances sont malheureusement pas bonnes sur une année, à voir sur le long terme, bien évidemment. Oui, je pense que sur le long terme, c'est vraiment l'équipe qu'il lui faut parce que Visma est très très professionnel comme équipe. Tout est calculé. Pour avoir un tout petit peu côtoyé Kian dans mon enfance, tout était déjà calculé chez lui à l'âge de 14-15 ans. Donc je pense que pour moi, c'est l'environnement idéal pour lui. Donc je pense que sur le long terme, ça va payer. En parlant de transfert, il y a Ben O'Connor qui vient de faire une Volta extraordinaire, qui quitte Decathlon AG2R. Est-ce que finalement Decathlon AG2R n'a pas misé sur le mauvais cheval en misant sur Félix Gall plutôt que Ben O'Connor qui vient de faire un super Giro et une super Vuelta? Est-ce qu'ils ont eu le choix aussi de miser à ce niveau-là? Est-ce qu'ils pouvaient rivaliser? Est-ce que c'est O'Connor qui a décidé de partir seul et que c'est pas eux qui l'ont entre guillemets laissé partir? Ça, je ne sais pas le savoir. Maintenant, O'Connor, quand on y pense, on parle un peu de lui, enfin certains qui ne connaissent pas trop le vélo parlent un peu de lui comme un nouveau bon coureur, mais il fait quand même 4 du Tour, il fait quand même 4 du Giro. Maintenant, il fait deuxième de la Vuelta. Il est à 4 top 4, à 3 top 4 sur chacun des grands tours. Et puis, c'est vrai qu'il a pris le maillot rouge tôt, il a pris de l'avance, mais il n'a pas non plus trop craqué dans les dernières étapes, il perd du temps. Je pense qu'il est plus ou moins à sa place en étant deuxième parce qu'il a eu le culot, entre guillemets, de prendre de l'avance assez tôt dans une Vuelta. Souvent, on voit ça en deuxième et troisième semaine où ceux qui sont un peu plus loin prennent du temps. Là, on a vu ça plutôt même en début, après quelques étapes, laisser prendre du temps à ceux qui avaient déjà perdu. Donc, respect à lui, puis respect à l'équipe AG2R
qui, en fonction des bons ou des mauvais jours de chacun, a su quand même beaucoup, pour l'équipe en tout cas, contrôler, être présent, notamment avec un Clément Berthet, qui était impressionnant quasi tous les C'est vrai. jours, parce que Félix Gall a eu des jours plus difficiles en troisième semaine. Bruno Armirail aussi, qui était là jusqu'aux dernières ascensions, Valentin très très Paré-Peintre. fort. Valentin Paré-Peintre avec son poids plume qui était là. Donc franchement, chapeau à l'équipe AG2R d'avoir contrôlé, j'ai envie de dire, de main de maître pour une plus petite structure comme ça, face à des grosses formations, chapeau. Max, est-ce que Ben O'Connor aurait pu faire autre chose pour gagner cette Vuelta? Parce qu'il a quand même couru quasi parfaitement. Ouais, je pense pas du tout. Je tiens quand même à notifier, pour moi, c'est une très grosse erreur en première semaine de laisser sortir et laisser 6 minutes à un coureur d'une telle ampleur. Ouais, on enlève allez, on lui retire les 6 minutes. Mais je pense qu'il est quand même fait top 10. Non, je pense que si tu bouffes les 6 minutes, il est à la place de Skelmose ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, donc allez, Allez, on joue 6 7e place de la Vuelta et on laisse partir un mec comme ça en première semaine. Je trouve que c'est vraiment une très très grosse erreur des équipes à côté. Et donc pour moi, non, O'Connor a joué parfaitement son coup, sa carte du premier au dernier jour de cette Vuelta. Et il y a aussi l'excitation du maillot rouge, mais j'ai l'impression que dès qu'il l'a pris, il a été un peu trop excité à aller direct dans la route de Roglic et il s'est un peu, entre guillemets, cramé. Mais il aurait même, évidemment, c'est hyper compliqué, je pense qu'aucun coureur ne saurait faire ça, mais il serait même un peu retenu, un peu lissé ses efforts dans les premières étapes où il avait déjà beaucoup d'avance. Bah, il aurait peut-être que 1 minute 30 de retard sur Roglic ou même un peu moins. Enfin, ça, on va pas refaire l'histoire, mais Même dans les étapes de la dernière semaine, à chaque fois que Roglic attaquait, il y allait et puis il craquait. Donc ben, voilà, il est peut-être un peu trop excité, mais ça a été vraiment sur tout le long. Et au final, ben, on n'arrêtait pas de dire avec l'excitation, les interviews après tout ça, à un moment donné, il va péter mentalement ou quoi, et il va prendre 6 minutes en une journée. Et au final, ben, il n'a ouais, puis on dit l'excitation, mais c'est compréhensif parce que même s'il l'a fait plusieurs fois, il perdait entre guillemets pas tant que ça, malgré le fait qu'il craque un peu de l'explosion. Et c'était des fois même un des seuls, avec souvent Mas, à le suivre le plus longtemps. Sauf que Mas craquait moins et arrivait à suivre soit plus longtemps, soit différemment. Mais c'était même un des seuls qui essayait en tout cas de suivre Roglic. Ouais, puis il a eu un bon scénario aussi. Je pense que quand il lui reste 5 secondes d'avance, il sait déjà qu'il s'est entre guillemets perdu parce que ça peut jouer sur une bonif. Et du coup, il pouvait déjà se baser sur la deuxième place, entre guillemets, quoi. En parlant de deuxième place, on a vu un duel avec Henrik Mas et puis même un trio avec Carapace. Est-ce que eux auraient dû faire quelque chose à ce moment-là? Est-ce que c'est à qui l'erreur, la remise en course de Ben O'Connor? Aux équipes de second couteau, donc EF, Movistar, même si à ce moment-là, on ne sait pas encore quand on voit leur saison un peu. Enfin, surtout Mas, le début de saison compliqué qu'il a eu, on ne sait pas encore qu'il va être à ce niveau-là. Donc pour moi, je dirais la plus grosse erreur, c'est à Quick-Step, qui allait quand même là-bas pour un podium avec Landa. Et c'est quand même Ben O'Connor, bien accompagné, c'est quand même un très bon coureur, quoi. Ouais, puis si je me rappelle bien, je pense les premières étapes, en tout cas Carapace, je pense qu'il a perdu pas mal de temps les quelques premières étapes de montagne. Et puis je l'ai vu, en tout cas très fort, en tout cas très actif. Il s'est replacé, je pense lui aussi, un peu moins que Ben O'Connor, mais je pense qu'une fois il a repris 2-3 minutes et il est revenu se replacer dans le top 10, puis il a un peu grimpé. Et je trouvais ça, sa manière de courir assez bien, parce que chaque jour, on avait l'impression qu'il avait envie d'essayer un truc et qu'il était un peu limité, mais qu'il n'était pas vraiment en dessous. Et on voit, ben, quand c'est des arrivées vraiment en altitude dure, ben, il perdait un peu sur Roglic, mais franchement, les 10 dernières étapes de ce tour, la moitié du tour, il était hyper présent avec une équipe IF moins présente que l'équipe Bora auprès de Roglic, ou même à certains moments l'équipe Movistar avec Mas. Donc c'est dommage que, et je pense que c'est pour ça que l'équipe n'a peut-être pas roulé, parce qu'il était peut-être moins bien en tout début et qu'il a vite été mieux. Tu parles de Landa et de l'équipe Quick-Step. Alors premièrement, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec Cataneo parce qu'une fois que Landa était lâché, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait arrêter, soit tout de suite, soit le laisser aller jusqu'à l'arrivée pour jouer la gagne. Et puis le fait d'avoir fait deux grands tours, normalement, je pense que là, je pense que ça lui a pesé dans les jambes quand même. Ouais, 35 ans. Je pense que c'est là-dessus que ça peut jouer. Maintenant, j'ai pas envie de critiquer ça trop fort parce que je trouve que ça fait du bien de revoir un peu des coups de panache. Moi, je trouve que ça m'avait manqué des leaders, un peu comme quand Froome gagne son Giro
et pas sortir super loin quand même. Allez, c'était pas aussi loin dans l'étape, mais quand même assez loin dans le col et tout ça, avec un équipier qui vient en relais et tout ça. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu des coups comme ça. Bon, même si ça n'a pas été au bout, même si c'était pas l'équipe type de chez Quickstep, on sait déjà que c'est un peu faible en montagne. Voilà, c'est un peu dommage pour Landa qui pour moi pouvait jouer le top 5. Un jour sans, ouais. Un jour sans, ouais, voilà. David Gaudu, on le retrouve enfin après presque 2 ans catastrophiques. Là, David Gaudu était fort, très fort. Il joue le top 5, il fait 6ème finalement. Et en plus de ça, est-ce que finalement Française des Jeux n'a pas réussi son meilleur grand tour de la saison? Selon moi, je pense que si. C'est vrai que Godu, lui aussi, a monté en puissance. À la fin, il était vraiment dans les 2-3 meilleurs, en tout cas en pure montagne. Donc, je pense qu'ils l'ont sauvé, surtout avec la victoire de Kung dans le dernier chrono. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à Kung, le nombre de chronos qu'il a perdu pour moins de 2 ou 3 secondes. Donc, ça, allez, de mon point de vue, ça fait plaisir à voir. Donc, je pense que pour une équipe comme ça, une victoire d'étape, top 6 au général. euh, bon, là, on a vu des coureurs comme Quentin Paché, souvent à l'avant, faire quelques échappées, quelques deuxième places ou troisième places. Donc, je pense que leur tour est réussi. Ouais. En toute transparence, par rapport à l'équipe française des Jeux, Groupama française des Jeux, j'ai trouvé décevant que finalement Lenny Martinez, je relance le débat, mais ait fait le Tour de France parce que je pense qu'il aurait pu être un soutien énorme pour David Gaudu sur cette Vuelta et finalement jouer quelque chose puisque sur le Giro, ils ont envoyé une équipe de quasi d'espoir ou de jeunes pour aller sur le Giro avec un Laurens Pitti qui malheureusement est encore un peu trop juste pour l'esprit massif. Sur le Tour de France, voilà, c'était pas au niveau, point, tous. Et puis sur cette Volta-là, je trouve que même des Thompson, des coureurs de cet âge-là, de cette génération, ont bien couru. C'est dommage que Lenny Martinez. Mais est-ce que Martinez, c'est pas un coup aussi des sponsors Ouais, On là, ne sait alors pas tu ce dois qui te se poser passe la en question. interne. Tu dois te poser la question de Ouais. savoir si ton équipe est gérée par ton sponsor ou par un manager sportif. Maintenant, c'est clair que sans les sponsors, le cyclisme n'est rien, mais enfin, je sais pas, je trouve que c'est quand même décevant. Moi, je pense que c'était un coup pour essayer de le faire signer chez Groupama Française des Jeux et pour ne pas qu'il parte, mais finalement, C'est un coup à l'eau. ouais, exactement. Un pétard mouillé, comme on dirait Tout dans à le fait. vélo. Autre Français qui a très très bien roulé, qui commence le tour en tant que plutôt équipier, et puis finalement qui termine 9ème, c'est Pavel Sivakov. Équipier numéro 4, Ouais. 5, encore une fois. Avec les circonstances de course, il a fait aussi du panache, on l'a vu attaquer à plusieurs reprises, et finalement il fait 9ème de ce grand tour-là. Et il Alors, double aussi. Il double avec le Tour de France. ouais, Donc, tout à fait. Et alors, mea culpa, Noah, puisque début de saison, on avait fait les previews par rapport à Ineos et en disant que je pensais pas que c'était vraiment une grosse perte pour l'équipe Ineos. Aujourd'hui, je me rends compte que Pavel Sivakov, il a fait une saison, que ce soit en tant qu'équipier ou en tant que leader ici sur la fin de la Vuelta, plus qu'exceptionnelle. Et même sur les classiques à San-Sébastien, sur les courses plutôt d'un jour, il est en train de prendre une autre dimension aux côtés d'un Tadej Pogacar. Franchement, chapeau. Et mes excuses pour mes mots lors de la preview. Donc, J'accepte tes excuses, Boris, et ta franchise envers nous et nos spectateurs. Et pour revenir un petit peu sur Sivakov, euh, j'ai trouvé incroyable ce qu'il a fait, parce que comme Maxime l'a dit, il était équipier et c'était pas du tout un des deuxièmes, il était même pas deuxième leader. Et il a un peu sauvé, entre guillemets, même si on peut dire que pour l'équipe UAE c'est un peu faible, mais sauvé la Vuelta de UAE. au niveau du classement général. Oui, au niveau du classement général, parce qu'ils nous ont fait du spectacle sur toutes les étapes. Mais il a repris du temps plusieurs fois. Il y a une étape où le peloton roule à une vitesse folle et il maintient quasi une minute et moins. Et finalement, il se fait rattraper, mais il a été impressionnant à plusieurs reprises dans des échappées ou dans des groupes où il n'avait pas eu de chance avec ses compagnons échappés, où il était seul à rouler, où les autres n'y trouvaient pas l'intérêt et où il a souvent roulé seul, notamment lors de la première victoire de Castrillo. Donc non, chapeau la d'avoir deuxième été aussi. chercher. Enfin, Ouais. surtout la deuxième. Ouais. Ouais, la deuxième, ouais, Ouais, pardon. ouais. Et je trouve qu'il a fait un beau tour et félicitations à lui. Au niveau du classement général, on continue parce que finalement c'est ça qui nous a un peu tenu tout au long de cette Vuelta. Il y a eu aussi une bataille pour le maillot blanc et au dernier moment, on pensait que Lipovic et Rodriguez allaient se battre pour ce maillot blanc. Et finalement, c'est Mathias Skelmoz
qui a commencé, on va dire, moyennement sa montagne sur cette Vuelta, qui finalement arrive à une très belle 5e place. Je trouve que chaque année dans un tour, il y a un coureur qui, on ne le voit pas du tout, et au final vient faire 5, 6e. Ben, je trouve que cette année, c'est ce qui est le mot. On l'a pas vu, enfin, personnellement, je trouve pas l'avoir vu énormément sur cette Volta, et au final, une bonne 5e place, un maillot blanc, c'est un résultat extraordinaire pour un coureur comme ça. Ouais, c'est un tour super réussi, et sans l'avoir vu. Surtout que la compétition pour le maillot blanc était quand même assez féroce. On connaît un Rodriguez qui a déjà fait aussi des grands résultats sur les grands tours. Ouais, ça faisait quand même. J'étais un peu inquiet pour Rodriguez sur cette Vuelta. Et on l'a revu à un assez bon niveau. Je pense que Skelmos, pour rejoindre ce que Maxime a dit, est un des seuls leaders qu'on n'a pas vu, mais même un des seuls qui n'a pas attaqué du tout. Même pas pour essayer de reprendre du temps ni rien. Je pense qu'il n'y a pas une seule fois de ce tour où il a essayé, il n'a fait que suivre et ça a été judicieux. Je pense qu'il savait aussi que le chrono d'ouverture et le chrono de fin lui convenaient aussi bien. Et c'est vrai que moi j'ai vu Alipovic qui, si je pense, les dernières étapes de montagne aurait peut-être roulé un peu moins fort pour Roglic, aurait peut-être pu reprendre un peu plus de temps sur Skelmos. Enfin, c'est à voir parce que je crois que Lipovic était quand même assez fort. Il avait une carte quand même assez libre, je trouve qu'il était assez libre. Même peut-être si pas sur la dernière étape avec les petits problèmes qu'ils ont eu. Ouais, mais je sur trouve qu'il était libre sur l'entièreté du tour. Même si, l'air de rien, en effet, quand tu as le maillot, enfin, tu as le favori numéro 1 dans ton équipe, tu as toujours cette pression d'être à côté de lui, de le ramener. C'est sûr que dans les briefings du bus, on est là pour Roglic, tandis que chez Trek, on est là pour Skelmos. Ouais. C'est aussi une différence. Ouais, tout à fait. Et alors, Rodriguez, tant qu'on y est, moi je trouve que c'est quand même un peu inquiétant parce que c'est un coureur de 22 ans, je pense, qui est très très jeune, 22, 23 ans, enfin dans ces alentours-là. Il termine le Tour de France cramé, mais quand je dis cramé, c'est que le mec, il savait plus mettre un pied devant l'autre. Et finalement, on lui fait faire encore une Vuelta par la suite à 22, 23 ans. Je sais pas ce qui se passe chez Ineos. J'ai eu beaucoup de rumeurs comme quoi. Il y a un peu des tensions, j'ai l'impression. Il y a des tensions. Le directeur de la performance, le directeur de la performance est parti. Pitcock a dit que, en tout cas, il était plutôt en train de ne pas les aider qu'autre chose au niveau performance. Le recrutement, on va en parler dans à mon avis, de Castrio après, mais de toute façon, le recrutement me semble un peu moyen, si c'est pas des gros leaders. Donc, je comprends pas cette stratégie-là. Et franchement, moi, ça m'inquiète un peu. Alors que finalement, c'est un coureur que j'adore, que je trouve qu'il a une énorme classe, mais que finalement, il est cramé parce qu'il court trop, selon moi. Mais bon, voilà, soit. C'était mon petit coup de gueule. Oui, je te rejoins. On a parlé de l'équipe UAE. On a parlé. On va quand même mettre un petit chapeau à Marc Soler quand même. Parce que super tour. Mais un peu comme à chaque fois. G-Vine. Ça ne changera pas, c'est quoi là. Adam Yates qui finalement a aussi gagné son étape. Finalement, les coureurs qui ont terminé, même Baroncini, il fait un dernier chrono, un super dernier chrono. Donc au final, tous les coureurs qui terminent ont quasi gagné une étape, à part Baroncini, je pense. Ils nous ont offert une belle bataille. Même des fois, on a cru qu'ils s'étaient transformés en l'équipe Movistar parce qu'on a vu Vine et Soler se battre et se voler les poids à chaque fois l'un l'autre, alors qu'il y avait d'autres équipes pas très loin derrière. Mais sinon, je pense que si Soler économisait ses watts comme Skelmos, il fait deuxième du général. Non, j'exagère, mais on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux des étapes où il était pendant 3 heures, dès qu'il était dernier d'échappée, à 4 mètres. Je ne comprends pas pourquoi il est si fort. Mais quand je dis à 4 mètres, c'est même lors d'un relais, il n'est pas à bloc, comme s'il allait attaquer et qu'il prenait. Et tu te demandes ce qu'il y a dans la tête de Marc. Donc ça m'a fait bien rigoler, mais monstrueux. Il mérite son étape. Il en mérite peut-être même une deuxième pour les watts qu'il a mis pour tout le monde. Mais ce mec me fait rire et je pense que c'est pour ça que je regarde le vélo aussi. On a l'impression que dès qu'on le voit, il a envie de mettre des watts à fond. Et on a vu plusieurs fois quand il devait faire le train au pied d'un col, les équipiers qui disaient Marc, calme, recule un peu, mets-toi dans la file parce que ça va trop vite. Donc j'ai bien aimé. Et alors, là, on va parler peut-être de la grosse surprise de cette Vuelta. C'est l'équipe Kern Pharma qui n'avait pas gagné une étape ou une course depuis le début de saison et qui rafle 3 étapes. Ça, c'est la beauté du sport. J'ai envie de dire, une étape, ça débloque tout, aussi bien chez un coureur qu'au final, dans son équipe.
Castrillo a gagné sa deuxième étape au panache. Ok, il a laissé faire Sivakov sur toute la partie, je veux dire, plus facile, mais pour aller à 3 km de l'arrivée dans des pentes à plus de 20%, il faut des couilles quand on voit la tête qui tirait depuis le début du col. Enfin, et puis après, on ne s'attend pas à lui, même si ça fait quelques temps qu'il est en rumeur chez Ineos, on se doute qu'il a un potentiel, mais à ce point-là, et alors après, on voit son équipier rouler parfaitement, ils sont 9 devant, ils sont 3 présents, ils font 1 et 3 et 9. Bérardet, c'est fantastique. Et puis après, je trouve que beaucoup d'équipes font l'erreur quand ils sont en surnombre dans l'échappée, c'est qu'ils prennent contrôle de l'échappée. Et je trouve qu'ici, Kern Pharma a plutôt roulé dans les relais, ils sont plutôt mis ensemble. Et finalement, ils ont tactiquement la force au final d'être là à 3 dans le final et pas pendant toute l'étape. Je trouve que c'est super bien joué, c'est super bien joué. Et franchement, quelle Vuelta. En plus, début du tour, si on se rappelle, on est au Portugal et il y a 2 ou 3 fois une échappée avec juste des Kern Pharma et des Euskaltel. Et là, on se dit quand même, les Euskaltel finalement pas terrible, Kern Pharma pas terrible. Moi, je m'étais en train de me poser la question, pourquoi ils n'ont pas pris Carrera Rural? Carrera Rural qui était en train de gagner sur les courses comme le Tour du Limousin et ce genre de choses avec Olar. Et puis finalement, Kern Pharma, waouh. Ouais. Et puis même eux, je pense qu'ils se sont impressionnés. On les a même, à partir de leur victoire, de leur première victoire, on les a même vus moins dans les échappées parce qu'ils se sont peut-être rendus compte qu'ils pouvaient peut-être aller en chercher une autre. Puis comme Max l'a dit, l'histoire est belle. Castrillo qui gagne, j'ai l'impression un peu au mental le jour après la mort du créateur de l'équipe. Et puis sa deuxième victoire. Moi, je pense que quand j'aime bien une course, quand j'aime bien le vélo, ça se voit. J'étais debout devant ma TV pendant un quart d'heure. Je me suis dit, ce mec est fou. Il attaque Vlasov qui est dans la roue de l'UAE, excusez-moi, de Sivakov depuis une heure. Il attaque et puis il en remet. Il en remettait, mais constamment. Mais il en remettait, mais constamment. Il était dans la roue, était plus. Maintenant, ce qui est drôle dans ce genre de pente, c'est qu'un coureur qui est dans la roue a 2 secondes de retard. Ouais. Parce que dans ces pentes-là, putain, c'était. Ce mec est fou. Il attaque à 3 km alors qu'au final. Je pensais qu'il allait exploser. Mais quand Vlasov revient, il en remet constamment. Mais ça, c'est. La pente la moins forte des 3 derniers kilomètres, c'est 10%. Ouais, donc c'est un truc de fou. Puis la dernière victoire en équipe, je trouvais ça magnifique. Il gagne plus que la majorité des World Tour présents. Donc chapeau Kern Pharma. Ils ont gagné leur invitation pour l'année prochaine, je crois. Ouais, mais je pense qu'il y a un système de tournante sur la Volta, donc on va voir un peu si c'est pas Euskaltel à eux de tourner, parce que. Ouais, j'espère. Ce que je voulais encore mentionner, c'est malheureusement une moins bonne nouvelle, c'est Wout van Aert qui arrête encore sa saison sur une chute. Chute triste. Il était en train de faire une Volta monstrueuse. Il me faisait penser au Tour de France 2022. Ouais, maillot vert, maillot à pois, des étapes, tous les jours dans l'échappée. Les gars, quand vous avez eu ça, c'était quoi votre première réaction? J'ai commandé une palette d'antidépresseurs, comme beaucoup de fans de Wout van Aert. Non, mais plus sérieusement, j'ai l'impression qu'avec Wout van Aert, les déceptions, et pas du coureur, mais de la malchance. Alors certains diront, oui, il a pris trop de risques, oui, pas, mais des fois dans une descente, pour moi... On peut tomber. Oui, c'est pas le premier. Et puis on connaît peut-être pas la descente. Donc pour moi, et ça j'en parle notamment pour répondre à Hugo, pour moi il a totalement tort quand il dit faut pas prendre autant de risques. On n'avait pas de caméra sur lui à ce moment-là. C'est pas lui qui tombe le premier. On connaît pas le virage. Ça se trouve c'était une descente qui était faite un petit peu, je vais pas dire tranquillement, mais sans pression. Puis ça tombe. Je pense que ça tombe pas forcément quand c'est dangereux. On voit quand il tombe en début de saison. Et il tombe à chaque fois juste avant ses plus gros objectifs. Donc c'est malheureux et je pense qu'il perd gros parce que je pense honnêtement qu'il aurait eu le maillot à poids. C'est peut-être mon côté non objectif du fan de Wout van Aert, mais je pense qu'il aurait eu les 2 maillots. Et peut-être en tout cas, sans avoir fini la Volta, elle a toujours toujours plus de points que Groove là maintenant, pardon. Au niveau des maillots verts. Comme tu dis, il perd gros parce que non seulement il abandonne cette Volta, ce qui est déjà catastrophique pour son équipe, puisque au final la meilleure place c'est Kuss qui fait 14 ou 15e, donc finalement au général. C'est une catastrophique pour lui parce que les championnats d'Europe en Belgique, il ne sera pas présent.
c'est catastrophique pour lui parce que le championnat du monde, Quand on voit comment il montait, montait, comment il marchait, et ça veut dire aussi que toutes les courses comme, je sais pas si Visma va le faire, mais Paris Tour, les courses semi-classiques italiennes, etc., je suis sûr qu'avec la forme qu'il avait, il aurait pu aller étendre un peu, ou tout simplement commencer sa saison de cyclocross sans pépin, parce que là il va encore être en retard, il va vouloir aller chercher ses primes en cyclocross à gauche à droite, parce qu'on le sait, il va le faire, on va pas se le mentir, il va aller aussi jusqu'au championnat du monde, ou en tout cas il va faire quelques cyclocross, il va être battu moralement par Mathieu Van Der Poel encore une fois, et il va commencer sa saison en retard. Ben moi j'espère, franchement, alors j'adore le coureur et j'adore le fait qu'il fasse les cyclocross, et franchement ça me fait chier vraiment parce que c'est vraiment un de mes coureurs préférés, et qu'il est encore dans cette situation-là, ben, c'est pas de sa faute encore une fois, mais la situation m'énerve en fait, c'est chiant, voilà. Désolé pour les mots, mais bon voilà. Les gars, vous avez encore quelque chose à dire sur la Volta ou pas? Je pense que c'est important de souligner du Dunbar qui a quand même gagné 2 étapes qu'on avait vu un peu Qui moins vient fort faire depuis 11e quelques du temps. général, je crois. Ouais, aussi, on là. est au général en plus, ouais. Et donc Jayco qui gagne 2 belles étapes. Pavel Bittner que j'avais peut-être pas vu gagner, qui était dans les sprinters, qui gagne sa petite étape. Donc Ouais, Ben voilà. on est bon. Super. Moi, si je vais quand même donner un tout petit coup de cœur, parce qu'on en a déjà parlé, mais pour moi, Marc Soler, je le répète, hein, mais c'est vraiment l'homme de cette Volta. toi c'est ton homme de ta Volta. Et toi Ouais. Max? Moi, je rejoins Boris, c'est l'un des hommes de cette année, même quand on voit les derniers grands tours. Enfin, du moins de cette deuxième partie de saison Tour de France Volta. Ah ouais, moi, c'est incroyable. Moi je dis Pablo Castrillo. Je suis Castrillo. amoureux les Ouais, gars. ouais, désolé. ouais. Ah, bah, allez. Et je suis C'est bon. certain qu'on le reverra parce que. Ouais, bah, c'est sûr. Et Marc Souza- Soler aussi. Ouais, 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 ça, c'est aussi, ouais. Beaucoup même. Il a sonné pour savoir s'il pouvait faire toutes les courses de fin de saison parce qu'il est encore comme ça quand il monte sur son vélo, je crois. Bon les gars, il y a eu d'autres courses que la Vuelta et on peut peut-être commencer avec la Bremer Classic et un grand sprint massif finalement gagné par Olaf Koy qui a battu le grand favori qui était Jonathan Milan. Il est temps et je pense que ça fait du bien pour Koy de battre Milan quand on voit ses derniers sprints, ces dernières semaines sur le Tour d'Allemagne et autres. L'équipe Trek et Milan qui sont abattables. Ça fait du bien à Koy qui était quand même depuis quelques mois, j'ai l'impression, un peu en dessous quand il faisait des sprints. Enfin, et en fait, il n'était pas en dessous, mais je pense qu'on a eu l'habitude de le voir assez haut dans les 2-3 meilleurs sprinteurs du monde, sur les plus grandes courses du monde. Donc ça fait du bien de le voir là et on verra au championnat d'Europe. Je pense qu'il est prêt. En parlant de championnat d'Europe justement, je voulais te poser la question Max, est-ce que nous en tant que Belges, t'es un peu tracassé par un championnat d'Europe en Belgique tout plat avec deux des meilleurs sprinteurs du monde mais finalement qui ne gagnent pas? J'allais dire, cette victoire de Koy, la domination de Milan sur le Renault Tour, bah, ça me fait penser que on n'est pas dans les favoris, les gros favoris de ce championnat d'Europe à domicile avec des sprinteurs comme Philipsen et Merlier au départ. Alors on perd Van Aert, c'est peut-être le coup qui nous aurait fait aller peut-être faire une course offensive qui aurait peut-être été un peu mieux pour Philipsen ou Merlier. On a Meuse aussi qui est là, mais bon, voilà. Et puis quand je vois la dernière étape du Renault Tour, Arnaud Delis, je me pose vraiment des questions sur sa non-participation. Ouais, alors là, c'est un très bon débat. Je pense qu'on peut l'ouvrir directement. Moi, je trouve que c'est bien qu'il n'y soit pas. Je pense que les courses au Canada vont lui convenir beaucoup mieux que les courses du championnat d'Europe. Et surtout, moi, il m'a un peu déçu dans les sprints plats après le Tour de France où je l'ai trouvé encore une fois. Peut-être que c'est l'équipe, peut-être qu'il n'est pas positionné. C'est vraiment, il y a plein de questions derrière et le débat est un peu plus grand. Mais en tout cas, il n'a pas prouvé sur les dernières courses, je trouve, que dans un sprint plat, comme ça va être le cas ici, on le sait, en Belgique, c'est quand même c'est pas une garantie. Philipsen, si je peux me permettre ici, il a montré pas mal de garanties tout au long de l'année. Par contre, je pense que Jonathan Milan, lors du l'Eneco Tour, enfin le Renault Tour, il lui est rentré dans la tête et je pense que maintenant Philipsen calque sa course à 100% sur Milan plutôt que faire la sienne. Et donc du coup, Noah, premièrement, est-ce que Delis devrait être dans la sélection? C'est la première question. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut battre Jonathan Milan ou Olaf Koy? Première question, pour moi Delis ne devait pas être dans la sélection de base. Je pense que c'est bien qu'il n'y soit pas finalement. C'est vrai que j'aurais peut-être vu une jolie surprise avec le Wout van Aert qui n'y était pas
de peut-être mettre Arnaud dans l'objectif d'une course offensive, c'est vrai. Maintenant, comme tu l'as dit, je pense que les courses au Québec vont lui convenir et ne pas encore une fois changer son programme, encore une fois être entre guillemets perturbé, même si c'est bien de courir à la maison. Donc pour cette question-là, voilà. Et la deuxième question? C'était, est-ce que il y a une manière, est-ce que tu vois une stratégie pour battre Milan ou tout simplement Lafcoy? Je pense que Maxime l'a dit, au niveau des sprints, certes, il domine. Maintenant, le problème, on a déjà vu avec ces deux coureurs-là, que c'est des purs sprinteurs, mais qui ont aussi un peu une âme de Flandrien, qui savent suivre. S'il y a des coups de bordure, s'il y a des groupes qui partent, on aurait un sprinter qui domine, comme il y a 10 ans avec Cavendish, mais qui doit être là uniquement au sprint. On pourrait encore se dire que sur un parcours comme on aura en Belgique, on peut essayer de faire des bordures, des groupes offensifs. Mais là, Milan et Coyle, s'il y a un groupe qui part à 10, ils peuvent être dedans. Et je pense qu'ils seront dedans, même peut-être avec un équipier ou deux. Et je pense que ça, malheureusement, on va le payer cher au niveau belge. Maintenant, je pense que le problème est connu de notre sélectionneur et de l'équipe. Et donc, ce sera peut-être aux Belges de courir entre guillemets contre nature, malgré le fait d'avoir deux, trois sprinteurs très forts. Donc, on verra la tactique. J'ai l'impression qu'on se répète un peu à chaque championnat, mais pour moi, il ne faut pas prendre la course en main. Il faut l'aller. Mais j'ai l'impression que c'est chaque fois la même au championnat parce que Remco est battu par VDP sur les championnats olympiques. À chaque fois, on peut se dire ça. À chaque fois, on dit on prend pas la course en main. Et à chaque fois, on est déçu parce qu'on voit que cette team de Clerc qui fait les 180 premiers kilomètres. Quand tu vois la structure de l'équipe, au final, elle est basée sur le sprint. Team de Clerc qui est là. Team de Clerc qui est là. Ouais. Nos deux gros sprinteurs ont leurs deux poissons pilotes de toute la saison, Van Leerberg et Rickaert. Pour moi, on va avoir deux trains séparés. Oui, justement, deux questions là-dessus. Est-ce que c'est suffisant un poisson pilote? Parce qu'au final, ils ont qu'un poisson pilote. Edward Theuns, il va aller avec qui? Il va aller avec Merlier, Philipsen. Pour moi, je serais pas étonné de voir trois paires de Belges. Et que Theuns fasse son sprint tout seul? Non, Theuns fasse son sprint avec Meuse dans la roue. Ah ouais, alors là, ça devient... Et pour moi, même... Avec Milan qui cale son sprint sur Philipsen, qu'il est dans la tête de Philipsen là maintenant. Coy, on sait bien qu'il a quand même été avec Merlier sur tout le Giro et tout ça. Je m'étonnerais pas de voir Meuse passer comme ça. Moi, si je peux me permettre juste avant que tu n'interviennes, je trouve en plus que les autres équipes, elles sont wheelées, organisées. Les Pays-Bas, ils viennent avec Mathieu Van Der Poel, qui est peut-être le meilleur lead-out au monde, avec Danny Van Poppel, qui est peut-être le deuxième ou troisième meilleur lead-out au monde, et ils ont toute une équipe comme ça, s'il vous plaît. Dan Hall qui va lui tout seul pouvoir contrôler une grosse partie des échappées. Donc il y avait encore un lead-out man, un homme qui non. Et alors l'Italie, Consoni, qui va être là aussi pour lancer le sprint. Matteo Trentin avant Consoni. Enfin, c'est quand même des monstres. Donc voilà, moi je pense qu'on fait fausse route. Mais toi, Noah, est-ce que tu aurais pris déjà les deux sprinteurs? Tu aurais fait un choix? Moi je pense qu'on a trop privilégié la quantité à la qualité, sans enlever aux qualités des deux sprinteurs. Mais on a pris deux sprinteurs très forts, mais on n'a pas pris trois sprinteurs très forts. Mais on n'a pas le sprinter qui selon moi peut être au-dessus. Et peut-être même pas un des trois sprinteurs, en tout cas au vu des conditions des dernières semaines. Moi honnêtement, ça peut paraître bizarre, mais ce que je ferais, c'est que j'essayerais, s'il y a un mouvement de course, et c'est ce qu'on voit régulièrement dans le championnat, qui part assez loin de l'arrivée, à 100 km de l'arrivée au moins, c'est d'essayer de mettre un des deux meilleurs sprinteurs dedans. Est-ce que le parcours est assez dur aussi pour faire ça? Mais tu vois, moi, franchement... Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était Merlier et Philipsen au départ. Le sélectionneur va te dire à 100 km, tu dois prendre l'échappée. Moi, tracasse pas, je reste dans la roue et je prends pas l'échappée. Je pense que Philipsen le fera. Ouais, jamais. Je pense que Philipsen le fera. Il a un ego, c'est un sprinter. Je pense que t'es le plus sprinter d'entre nous. Ouais. Par contre, jamais il y va dans l'échappée. Et l'amitié Philipsen-VDP. Ouais, mais alors on doit tout remettre en question, les championnats alors on doit mettre en question l'amitié Pogacar et Philipsen aussi à Milan-San Remo alors. Voilà, moi j'ai une question, vous avez parlé de Mathieu Van Der Poel. Vous êtes sûr que les Pays-Bas, en tout cas Mathieu Van Der Poel, s'il est très bien, va prendre entre guillemets le risque d'arriver au sprint? Parce qu'un sprint, même si tu as le meilleur sprinter du monde, ça reste un sprint, ça reste entre guillemets du poker, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Ou alors, s'il est fort, on va peut-être dire à Mathieu à 10 km ou à moins, ou s'il y a un mouvement, même si le parcours correspond plus à un sprint massif, est-ce qu'on va pas essayer de dire à Mathieu qu'il tente sa chance tout seul?
quand on a Mathieu Van Der Poel, est-ce qu'on ne peut pas se permettre de prendre ce Moi, risque-là? je suis d'accord et je vois même, même l'Italie jouer sur ce fait-là aussi. Aller avec Trentin dans la route Van Der Poel et au final, on se retrouve avec la Belgique piégée. Ouais, pourquoi pas. Après, quand tu regardes les Pays-Bas, ils ont encore, comme je le disais tout à l'heure, ils ont encore Van Poppel, ils ont encore d'autres mecs pour lancer le sprint. L'Italie a encore Consoni. C'est ça le problème, c'est que nous, qui va aller dans ce genre de mouvement? Edward Theuns contre Van Der Poel? Contre Trentin? Voilà. C'est la perte de Van Aert. Philipsen. Voilà. Sur ce genre de parcours, Philipsen. Je Philipsen. pense pas qu'il ira non pense plus. pas. Mais bon, voilà, soit. Je pense qu'on peut se mettre d'accord qu'on n'est pas d'accord sur ce point-là. Mais voilà. Curieux en tout de cas. voir la course. Ouais, Et bien vite la critiquer. ouais, en effet. Il va y avoir encore 2 belles courses au Canada, on en a parlé. On a eu aussi une belle victoire d'Arvid de Klein qui court pas beaucoup. Ouais, il Mais ne court quand plus il court, beaucoup. Je trouvais oui. qu'il courait beaucoup en début de saison et que maintenant on l'a un peu. Et lui aussi. Et il est en reprise, hein, je pense. Ouais, mais bon, on est fin de saison. Ouais, donc, ouais. mais après, je sais pas, il y a peut-être eu un problème de santé aussi, je sais pas. En tout cas, dans tous les cas, il a été emmené à la perfection. Et lui aussi aurait pu, si sa saison avait été un peu plus complète, toquer à la porte d'une sélection. Et là, ils ont fait le choix, par exemple, chez Ouais, c'est vrai. Tudor. Et puis Ouais, même chez les en Pays-Bas. Italie, il y a Dainese aussi qui aurait pu demander sa place. Ouais. Je trouve que au moins là, ils ont un sélectionneur qui, d'ailleurs, on l'a appris aujourd'hui, arrêtera après les championnats du monde, qui sait faire des choix. Ouais, Donc, tout à fait. Oui, c'est vrai. De toute façon, on qui est pas pour d'accord sur la question. d'ailleurs On est aussi, d'accord qui pour pour dire que remplacer c'est Sven Van Toornout en Belgique? trop. Greg Van Avermaet. C'était le nom que j'avais en tête. Tu crois, Même, franchement, je pense que Greg Van Avermaet pourrait y aller, mais Philippe j'y crois. Non, j'y crois moins. Je crois que le meilleur serait Greg, mais je crois que ce sera Pauls. Parce que Pauls est déjà sélectionneur des U19. ouais, mais alors, C'est ouais, les- peut-être, enfin, peut-être, ouais, t'as peut-être et du coup, raison. peut-être voir Van Avermaet arriver en U19. Et Ouais, puis après. ça aurait de la gueule en tout cas pour les Ouais. U19. Ouais, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Marc Hirschi encore qui gagne. Encore une fois, il ne s'arrête plus. Ouais, Fort. libéré. Fort. Ouais, je pense que son contrat. Bien vite l'année prochaine pour voir un peu ce qu'il peut donner aux côtés d'Alaphilippe. Ouais, tout Et à puis fait. en parlant d'Alaphilippe, on a aussi eu le Tour de Grande-Bretagne qui a été bien géré par l'équipe Quick-Step et Paul Magnier. Paul Magnier qui a comme de la chance d'avoir 2 gars qui gèrent leur course Ouais. avec un nom comme Alaphilippe et comme Evenepoel. Je pense que il avait un petit peu la pression quand même en étant dans la route, ces 2 gars-là. Deux anciens champions du monde, un ancien champion olympique. Champion. Double champion olympique. Et donc il a gagné, je crois, 3 étapes. Trois étapes, Stephen ouais. Williams qui a aussi gagné 2 qui a aussi étapes gagné 2 étapes et le général. Ouais. Ouais, franchement, belle course. Après, les conditions météo ont été quand même un peu Anglaises. perturbantes. Ouais, voilà. Et on a vu un Remco Evenepoel pas vraiment tip top. Par contre, il a quand même entraîné et rallongé quelques fois après les étapes. Ouais, mais ça me tracasse pas parce que quand on fait Tour de France et puis on doit rester concentré après une 3e place au Tour de France pour aller faire double champion olympique en 2 semaines. Enfin, je trouve qu'il a dû débrancher. D'ailleurs, je crois qu'il l'a fait 4 jours. Et puis après les 4 jours, il est tombé un peu malade. Mais maintenant, je trouve que sa période de pause a été très courte. Une période de reprise. Il a encore 2 semaines pour les championnats du monde. On sait que ça va revenir très vite. Et donc, moi, je me tracasse pas du tout. Quoi. Puis il l'a dit. Il l'a dit qu'il n'était pas assez en Et forme, puis, qu'il avait déjà préparé. je pense que mentalement, il n'a plus envie. Enfin, Jusqu'au championnat du monde, on verra après. ouais, mais je pense que même les championnats du monde, c'est pas grave s'il n'est pas à 100%. Ah non, Moi, je Connaissant pense qu'il- Remco. Je pense qu'il a vraiment pris ça pour un entraînement, comme surtout si tu dis s'il a rallongé. Et surtout Mais que il l'a le dit, Tour de hein. Grande-Bretagne est quand même Il pas a dit dans facile, la il y a presse pas de que grosse bosse, mais c'est tout Il le temps avait mal dit dans la plat, donc, presse hein, que c'était pas prévu dans son programme et qu'au final, il a été parce Il qu'il en a besoin. il sentait qu'il Il en en a avait besoin. besoin. Puis je pense qu'il a, quand on voit comment il roule, il a quand même fait quelques efforts pour Ouais, il a- manier, jusqu'à même être lâché dans certains faux plats Oui, il dans faut la jouer, finale hein. de certaines étapes. Donc, non, je suis d'accord avec vous, faut pas du tout s'inquiéter. J'ai vu beaucoup de gens critiquer le fait qu'il marchait pas du tout avant le tour. Il arrive sur le tour, il marche super bien, il est champion olympique, puis il marche pas du tout après. Mais c'est ce qu'on appelle une belle gestion, je pense. Bah ouais, c'est clair. Les gars, je sais pas s'il y avait encore d'autres courses. Je regarde, réfléchis, non, je ne vois pas. Peut-être mentionner le petit transfert quand même de Max Place qui va chez Wanty Devo. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Félicitations pour ce petit contrat, pour ce petit transfert. Et sinon, merci à tous encore une fois.
C'est vraiment chouette de vous lire à chaque fois dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, un like et à la semaine prochaine. À la semaine Salut. prochaine.